Bienvenue dans Afterline sur Mira Radio. Aujourd'hui, on est présent à la première édition de People Like Us. Et on reçoit avec nous la chanteuse, DJ et productrice franco-algérienne Adacia. Bienvenue Adacia, merci. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien. Pour commencer notre interview, je veux savoir un tout petit peu sur toi. Hors de la scène, hors du studio, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Mon prénom est Anissa. Donc comme tu l'as dit, je suis franco-algérienne, je suis d'origine algérienne. Je suis née à Paris et j'ai grandi en région parisienne. Je suis de signe astrologique Lion, ascendant Capricorne. Donc un caractère un peu corsé, on va dire, et en plus algérienne pour ne rien, pour ne rien gâcher. Voilà, en gros. Voilà. Donc tu as commencé la musique à 13 ans. J'ai commencé la musique très jeune, en vrai même un peu avant 13 ans. Et avec mais Warner. de manière un peu professionnelle à mes 13 ans. En fait c'est pour ça. C'est pour ça que quand on me demande souvent à quel âge j'ai commencé, j'ai dit 13 ans parce que mes premières scènes étaient à 13 ans. Mais j'ai fait mes premières séances de studio, j'avais 9-10 ans. J'ai commencé vraiment très jeune la musique. Donc ta famille t'a guidé. Ah non, c'est moi qui les ai forcés. Mes parents à la base n'étaient pas du tout pour que je fasse de la musique. Bah tu sais, tu connais en plus la culture maghrébine en général. On n'aime pas trop que les filles se donnent en spectacle, etc. Donc eux, ils avaient plutôt envie que je sois focus sur des études. Je l'ai, l'expérience. Voilà. Ouais. Trouve-toi un vrai métier, trouve-toi. Exactement. T'es pas là pour faire le clown, mais c'était plus fort que moi. Et en fait, mon père, il a compris que s'il n'était pas avec moi, je l'aurais fait toute seule. Donc valait mieux me guider que de me laisser aller un peu me perdre seule. Et comment c'était ta première édition ou production à un âge très jeune et avec Warner? Écoute, c'est très simple, tu sais, à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Casting. Donc comme je te disais, je tannais mes parents pour faire des castings, pour chanter, etc. Et dans un magazine qui s'appelle Casting, il y avait une petite annonce comme quoi qu'un compositeur cherchait une chanteuse pour faire un projet ensemble. Donc je l'ai contacté, mon père m'a accompagnée chez lui en studio, etc. On a commencé à faire des premiers morceaux ensemble, j'avais 12 ans. Et suite à ça, on a présenté le projet à Warner. En fait, c'était pas vraiment Warner directement, c'était un label qui était le même producteur que Véronique Sanson à l'époque et qui était un label qui appartenait à la maison de disques Warner. D'accord. Donc c'est comme ça et ensuite eux ont adoré le projet et j'ai signé mon premier contrat, j'avais 13-14 ans. D'accord. C'était à travers, avec le langage de l'industrie, c'était à travers un solliciteur. Oui, à travers un compositeur, manager, on peut dire ça. D'accord. Et à 17 ans, tu quittes l'école pour la musique. Oui, alors en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré déjà mon premier album avec Warner. J'avais 13-14 ans. J'ai fait mes premiers singles vers 15-16 ans. J'ai fait beaucoup de castings. D'ailleurs, je devais faire l'Eurovision. Et finalement, ça s'est annulé à la dernière minute. Et là, le directeur de casting de l'Eurovision me dit, écoute, on t'a vraiment annulé le truc à la dernière minute parce qu'une autre artiste a été pistonnée, dont je tairai le nom. Mais pour me rattraper, je vais te faire passer le casting d'un spectacle qui s'appelle Les 10 Commandements, qui était un très très gros musical show à l'époque. Et je suis rentrée dans cette troupe à 17 ans. Donc impossible de continuer l'école parce qu'en fait, j'étais en tournée tout le temps. Et déjà l'année d'avant, j'étais aussi comédienne. J'avais tourné un film avec Charles Aznavour où j'avais déjà manqué quasiment la moitié de l'année pour tourner le film. J'étais déjà plus très assidue au niveau des cours. À part ça, DJing, production, chant, avec tout ça, qu'est-ce qui est venu en premier pour toi? Mon tout premier amour, c'est le chant et la composition, exactement. Écriture, composition, donc. Vraiment, je te dis, à 13-14 ans, j'ai chanté, mais j'ai tout de suite chanté mes compos à moi, que j'ai composés et écrits en collaboration. Donc voilà, mon premier amour, c'était ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à découvrir la musique électronique et que j'ai appris à mixer, au départ, j'avais carrément presque envie de chanter parce que j'avais fait un peu un rejet du chant. Parce que dans la pop musique, dans la soul, etc., tout ce qui est maison de disques, toute l'industrie musicale m'avait un peu dégoûtée de la musique. Et donc, je m'étais dit, t'aimes la musique électronique ? Apprends à mixer, joue et oublie le chant. Juste enjoy la musique, quoi. Ok. Donc quand j'ai appris à mixer, je chantais plus au début. Et au bout de 7-8 mois, le naturel revient au galop, quoi. Je me suis dit non, mais je peux pas arrêter. Mais mon approche du chant a été totalement différente. Tu as appris à mixer, à faire de la musique électro et après, tu as utilisé ton don de chant
d'écriture de lyrics, tu l'as Exactement. utilisé pour la musique. Exactement. En fait, si tu veux, c'est comme si du coup, je produisais mes morceaux, je mixais mes sets à la maison pour m'entraîner et tout. Tu vois, quand j'ai commencé à jouer, il fallait que c'est beaucoup d'entraînement à la maison d'abord. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais en fait, avec ma voix, finalement, ça peut être un atout. Ça veut dire que ce que tu as envie d'ajouter, par exemple, mettre un acapella sur ça ou sur ça, fais-le toi. Sois complètement indépendante. T'es chanceuse. Voilà, après tout. Donc, ton style mélange l'électro, la musique ethnique, ethno house, le deep house et un peu de tes racines algériennes, la source. Ouais. Donc, comment tu construis cette signature sonore unique? Tu sais, en fait, je réfléchis pas trop. Je me pose pas trop la question de comment je fais. Je crois que quand tu as des influences qui, de toute façon, sont innées, naturellement, tu vas apporter cette touche. Parfois, on va me dire « Ah, cette mélodie, elle me fait penser... » Parce que j'ai grandi avec cette musique. Si je te dis du Dixie Chile, mais ça peut être d'autres influences, tu vois, comme Oul Kalsoum, comme Farid El Atrache. Parce que moi, quand j'étais petite, ma mère, elle écoutait tous les classiques orientaux, tu vois. Orientaux. Mais du coup, je crois que tu crées ta musique comme ça sans te rendre compte, en fait. Ouais. C'est pas volontaire. Tu n'organises pas le process. Pas du tout. Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'ont conseillé par avant et ils m'ont dit non, commence comme ça, commence avec les drums, commence avec les Je vais chops. te dire un truc. J'ai passé 15 ans à faire de la musique en réfléchissant. Il s'est rien passé. En fait, ma carrière, elle a vraiment commencé quand j'ai arrêté de réfléchir et de me poser trop de questions. En fait, juste quand j'ai fait les choses avec mon cœur. Parce que tu peux mettre toutes les règles que tu veux. À la fin, t'as aucune maîtrise. Donc juste fais les choses sincèrement. Et à partir du moment où tu le fais sincèrement, il y a toujours au moins une personne qui va être touchée par ce que tu fais. Donc moi, je me prends plus la tête à mettre des stratégies, à mettre des codes, ou tu vois, je fais ce que j'ai envie. Donc pour toi, lorsque tu fais un projet et tu arrives à un certain moment et tu dis, faut le faire sortir. Ouais. T'as pas cette envie de faire quelques modifications? Les modifications, je vais les faire, mais je vais les faire parce que à mon goût, c'est pas encore assez proche de ce que j'entends dans ma tête. Okay. Je vais pas faire des modifications parce que je vais me dire ah attends, il faut ma touche ci, ou ah attends, il faut que j'ajoute cette touche là. Je vais pas être dans la stratégie, c'est ça que je veux te dire. C'est juste qu'à un moment donné, le morceau, quand je le fais, tu sais, souvent quand je commence un morceau, je me mets devant mon ordi, je me dis ok, je vais faire ça. Il y a deux façons, soit je sais pas où je vais, il y a un truc et puis step by step ça prend une couleur, ou soit j'entends la chanson dans ma tête. Toute une structure. J'entends tout. Elle est complète. Elle existe déjà dans ma tête. Ça c'est le plus chiant. Hein. Ouais, parce que reproduire exactement ce que tu entends dans ta tête, c'est le plus difficile. Et du coup, je vais faire des modifications, mais juste jusqu'à ce que ça ressemble au maximum à ce que j'entends. Ok. Donnez-moi 2 titres qui t'ont vraiment inspiré. 2 titres? Ouais, pour d'autres artistes. Hein. Ouais. Alors le premier morceau, c'est pas du tout un morceau de musique électronique, c'est Betouan Nisbik de Warda, que j'adore. Et un morceau qui m'a beaucoup inspiré dans la musique électronique. Alors c'est dur à dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour des raisons différentes. Je crois que j'ai beaucoup écouté la musique de Bedouin. Je peux pas te dire un titre, il y en a plein. Donc pour toi, s'il y a 2 titres, sûrement ce sont des tracks de Bedouin. Plusieurs, oui, il y a quelques années. Ok, un track que tu aurais aimé produire toi-même. Lorsque tu écoutes, tu dis j'aurais aimé que ça soit moi. Ouais, il y a un morceau que je joue souvent sur mes sets qui est un peu un morceau incontournable. C'est Superflu, Spaceship. J'adore. Ok, ton EP Rebirth a marqué un tournant dans ta carrière, non? Oui. Parle-moi de cette expérience, comment ça... Alors écoute, tu sais, c'est très simple. Cette EP, comme son nom l'indique, c'était une renaissance pour moi. C'est vraiment, ça a été le passage de la soul R&B que je faisais à l'époque à la musique électronique. Pour moi, c'est là que Adassia est née. Et cette EP, comment il s'est fait? C'était le Covid. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est le moment pour toi de vraiment te focus sur ce que tu as envie de faire. Et j'ai rencontré Bakéan à une réunion pour une agence de booking de DJ. Je le rencontre, on échange quelques mails, il me dit qu'il aimerait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et on s'est un peu retrouvés à la maison, soit chez moi, soit chez lui, à bosser sur des choses. Et cette EP, il a vraiment, si tu veux, il marque une époque. Il marque le Covid. J'étais hyper anxieuse de commencer la musique électronique parce qu'en plus j'avais peur de ne pas être légitime dans ce monde. Comme je venais de la musique pop, soul, je me suis dit mais attends, t'arrives dans un nouvel univers, etc. Donc il y avait beaucoup de doutes pendant cette EP. Mais en même temps, voilà, j'ai fait le truc comme je le sentais. Et par exemple, dans cette EP, mon morceau préféré, c'est Mon Amour, qui est aujourd'hui mon morceau préféré de toutes mes compos. Mon Amour. Okay. Je me suis réveillée un matin avec cette mélodie, comme ça. Et j'avais envie de parler, parce que dans la Renaissance, dans cette EP, il fallait que je parle aussi de mes origines.
Et quand je parle de mon amour, je parle de mon amour pour mon pays d'origine, l'Algérie. Les gens pensent que c'est une histoire d'amour, mais oui, c'est l'histoire d'amour entre moi et mes origines en fait. Et ouais, c'est vraiment un EP qui est important pour moi et que j'aime vraiment. Et pour Mektoub et By Myself, ce sont très personnels. Hein? Oui, tout est personnel. Tous les morceaux que je compose sont autobiographiques. Il n'y a pas une histoire que je raconte dans mes chansons qui ne soit pas quelque chose qui me soit arrivé ou qui m'ait vraiment touchée, tu vois. Mektoub, c'est pareil, il a une histoire. Mektoub, pareil, ça fait partie des morceaux où je me suis réveillée avec la mélodie de la trompette. Et le thème un peu principal de Mektoub, je me suis réveillée avec ça. Donc de là, je contacte Lorenz, un trompettiste ami. Je lui dis, écoute, j'ai un truc en tête, tiens, je vais te le chanter. Enregistre-le et après on se fera une session studio où tu vas l'enregistrer au propre, machin. Et c'est parti de là. Ensuite, quand j'ai fait toute l'instru de ce morceau, j'ai commencé moi à chanter dessus. Et en fait, je me suis dit, mais pas du tout. Ça va pas du tout le faire, faut que tu mettes un truc un peu d'andalouse quoi dans le morceau, tu vois. Donc j'ai appelé ce chanteur Pedro Rivas et ça s'est fait comme ça. Et By Myself, en fait c'est marrant, je crois que les morceaux qui ont le mieux marché dans mon catalogue, ça a été que des trucs comme ça a été que des moments spontanés. By Myself c'est pareil, tu sais, j'étais résidente à Scorpios et je fais une journée plage avec Chris CDH et il me dit écoute, j'ai un morceau, j'ai envoyé le track à un chanteur mais ça fait des mois qu'il a rien fait. Écoute-le, dis-moi si t'as une idée. Et moi, je sortais d'un chagrin d'amour. Mais vraiment, genre, tu sais, la personne avec qui j'étais, quand j'ai fait ce morceau, il m'a quitté parce que je faisais Scorpios. Parce que pour lui, c'était en gros, tu peux pas, si tu commences une carrière comme ça, où tu vas être à Mykonos tout le temps, je vais pas assumer. Donc, je préfère qu'on arrête là. Donc moi, je suis arrivée en faisant ce Beach Club Scorpios en étant genre... Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les bonnes nouvelles, elles arrivent avec une mauvaise. C'est comme si c'était soit l'amour, soit la carrière tout le temps, tu vois. Et je suis arrivée à Scorpios à un peu Amchen, quoi. Et j'en avais gros sur le cœur. Et Chris, il me fait écouter ce truc-là. Et tout de suite, dans la voiture, pendant que j'écoute le morceau, j'ai eu la mélodie qui me vient tout de suite. Don't wanna be by myself, I don't want, cause I need your love. Mais même lui, tu vois, il était là avec le téléphone à enregistrer, il s'est garé, il a pris son téléphone, dictaphone, il a enregistré, il m'a dit mais waouh. Et après, bien sûr, tu peaufines, tu vois, tu vas plus dans les détails, mais c'est pareil, le truc, il est arrivé en une fraction de seconde, quoi. J'allais te poser la question, comment tu arrives à convertir tes émotions en musique et là tu viens de me répondre. Oui, ça c'est venu tout seul et ensuite dès qu'il fallait écrire le texte, tu sais ce morceau By Myself il est très drôle parce que donc j'étais à Scorpios avec à Mykonos avec Chris. 3-4 jours après, je rentre à Paris parce que j'avais un show à Paris, donc je rentre 3 jours à Paris. Et moi je veux trop l'enregistrer le morceau parce qu'il est dans ma tête. J'avais pas de home studio à Mykonos, j'avais pas pris mon matériel et quand j'ai un truc dans la tête, je veux le faire maintenant. J'ai envie de terminer le morceau tout de suite. Crois-moi ou pas, j'avais un vol à 11h du matin pour rentrer à Mykonos. Je me suis levée à 6h du matin pour enregistrer la voix de By Myself. Genre à 7h du matin, j'étais là, cause I need à peine réveillée, mais il fallait que j'enregistre le truc rapidement. Pendant que j'étais encore dans l'émotion justement du morceau. Tu as joué à Scorpios Mykonos en résidence et Beau Touloum, quel est ton meilleur souvenir sur scène? En tant que DJ productrice ou en tant que chanteuse? Parce que moi j'ai l'impression d'avoir eu 2 vies. Ma vie de chanteuse et ma vie dans la musique électronique. Parlant musique électronique, effectivement tu le fais hein, en live avec la musique électronique, tu chantes. Ouais. J'en ai eu beaucoup des moments forts, vraiment. J'ai eu beaucoup de moments forts. Par exemple, j'ai joué il y a 2 ans ici à la Closerie avec Chris CDH et c'était une soirée incroyable, par exemple. C'est-à-dire que les gens étaient là autour de moi et on était en train de partager un moment. Il y a eu Moga Festival aussi à Essaouira l'année dernière qui était magique. En fait, tu sais, il y a des moments comme ça, on fait un métier hyper difficile. Parce que sur Instagram, quand tu vois, t'as l'impression que c'est que de la good life, c'est que des moments de fête, la plage, le machin, le truc. Mais en vrai, c'est hyper difficile, tu dors pas, tu fais beaucoup de sacrifices, tu vois pas beaucoup ta famille, etc. Et il y a des moments que tu vis comme ça, il y en a plusieurs. Je peux pas t'en citer un, parce qu'il y en a plusieurs. Mais ce que je peux te dire, c'est que les moments magiques, c'est quand tu es en train de jouer et que tu sens que là, il y a une connexion avec le public. Ok, en tant que DJ, je sais très bien qu'est-ce que ça fait mal lorsque tu ne sens pas que le public il est connecté avec toi dans tes DJ sets. Est-ce que tu adaptes ton set ou tu gardes ton ADN musical? Pour moi, un bon DJ, c'est quelqu'un qui ne vide pas son dance floor. C'est pas la technique, c'est pas le fait d'être capable de faire 4 platines en même temps. Pour moi, hein, on s'en fout, c'est pas la technique. C'est comprendre qui tu as en face, garder ton public tout en respectant ton univers. Et c'est ça pour moi un bon DJ.
Donc oui, je vais m'adapter tout en respectant quand même mon univers. De toute façon, j'ai pas autre chose dans ma clé que j'assume de jouer, que j'ai pas le choix. Mais je m'adapte, bien sûr. Il y a parfois où je vais jouer des morceaux qui sont un peu plus mainstream dans mon style, un peu plus accessibles. Et parfois où je sens que je peux m'envoler et faire des trucs où même moi, parfois, tu sais, ça m'est déjà arrivé de jouer un morceau, je le connais à peine le morceau. Parce que j'ai envie de le découvrir avec les gens. Ok. À part ça, si tu devais choisir un lieu de rêve pour ton set ultime, ça serait où? Non, ce serait un festival, ça c'est sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un de la scène. Je fais pas du studio, je fais parce qu'il faut faire. Même quand je suis en studio à la maison, je le fais, mais je m'amuse pas, tu vois. Moi, c'est la scène qui me fait vibrer. Donc, ça serait sur scène. J'ai envie de te dire, tu sais ce qui serait incroyable, c'est un désert. J'ai pas envie de te dire un endroit. Quand je te dis un endroit, c'est-à-dire que j'ai pas envie de te dire Burning Man ou là, tel lieu, tel lieu, on s'en fout. Cet endroit comme voilà, tu veux. Tu vois, ce serait désert, sunset, pas de téléphone. Pas de téléphone. Non, pas de téléphone. Et pas forcément 10 000 personnes. Un petit comité. Même 200 personnes, ça te suffit? Oui, 200, 500, mais je veux dire pas le truc de 5 000, tu vois. Ok. Et surtout, être au milieu, y avoir des gens tout autour. Ok. Parce que moi je suis nourrie vraiment par l'énergie des gens, tu vois. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes publications sur Instagram, des moments fêtes. Quand tu postes sur Insta ou TikTok, pense plutôt faire découvrir ta musique ou partager ces moments avec les gens? Bah écoute, un peu des deux finalement. Un peu des deux, ça veut dire que je vais partager les moments sur scène, je vais partager aussi les moments en studio. Je vais essayer de partager un peu les moments dans ma vie privée, mais c'est pas évident pour moi. Parce que je suis quelqu'un d'assez pudique dans la vie et de très réservé. Donc c'est toujours très compliqué de mettre ma vie privée. Ça me demande un effort. Okay. Tu vois, là, rien que là, il y a 3-4 jours, j'ai fait une story où je parle devant la caméra à dire voilà, j'ai une release vendredi, machin. Je te jure que je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. C'était un effort pour moi. Je suis hyper mal à l'aise de parler devant une caméra. J'oublie qu'il y a une caméra, je parle avec toi en fait. Ouais. Voilà. Mais être devant le téléphone et dire ouais salut c'est moi, maman, c'est pas naturel, tu vois. On dirait nous sommes là dans un café, on voilà, partage. C'est ça. Donc, des flash. USB ou vinyle? USB. USB. Vinyle j'ai appris hein, mais c'est compliqué. Studio ou scène? Je te l'ai dit tout à l'heure. Scène. Le studio, nuit ou jour? Jour. Ton DAW préféré, ton logiciel de production? Ah, Ableton. Live Ableton. Tes plugins? J'en ai plusieurs. Je vais sur Loop Cloud, Splice. Je joue aussi avec Arteria, mon clavier, etc. C'est pas mal de choses. Le dernier track que tu écoutes en boucle? Mes morceaux, là, que je suis en train de faire. Ok. Une collaboration de rêve. Elle peut être vivante ou disparue? Hein? Écoute, Bedouin. Bedouin, encore, ouais, Bedouin. Je t'ai dit, j'adore. J'ai vraiment commencé la musique électronique avec leur musique. Après toutes ces années sur scène, en studio, qu'est-ce qui te motive vraiment aujourd'hui? Mes amis. Tes amis proches? Mes amis proches, ouais. Plus que le public et... Ah non, mais évidemment. Mais moi, je pensais que tu parlais genre dans la famille ou les amis ou... Bien sûr. Non, ma première motivation, c'est moi. Ma première motivation, c'est moi. Ça veut dire que dans le sens où les moments que je vis, à chaque fois, ça me rebooste. Est-ce que tu peux partager avec nous tes visions pour tes projets futurs dans production, tes prochaines releases? J'ai eu une release là vendredi, déjà, qui s'appelle Runaway. À vendredi? Vendredi, là, hier, on est quoi, samedi aujourd'hui? Ouais, hier. On est samedi. Ouais. Release hier, Runaway. Mais la diffusion, ça sera la semaine après prochaine. Bon, bah alors j'ai eu une release il n'y a pas longtemps, Runaway. Les prochaines, elles arrivent, j'en ai une en septembre, j'en ai une en octobre. J'essaie vraiment de faire des releases tous les mois. Mais comment je vois la suite, surtout, c'est que, tu sais, j'ai créé mon label Mektoub depuis janvier-février. Là, pour moi, le prochain step et le gros challenge, c'est de grandir avec ce label. Et Mektoub, concernant Mektoub, ce sera un label pour tes créations à toi ou partager... Ah non, mais j'ai déjà fait des releases avec d'autres artistes. J'ai fait la release d'un artiste qui s'appelle Jaora. J'ai release... Il est déjà là avec nous. Qui est déjà sorti... Oui, bah tu connais. Voilà, donc j'ai release un de ses morceaux en mars. En fin août, je release un morceau de Valéron. Il y a des tracks à moi, mais pas que. L'idée, c'est aussi de release d'autres artistes. C'est ça qui m'excite aussi, tu vois. Et tu es flexible avec les genres en tant que casquette A&R. Ouais, mais j'aime bien, ça me plaît. Mais il faut garder le côté ethno. Exactement, il faut qu'il y ait quelque chose de tribal ou d'ethnique dans le morceau. Pas forcément quelque chose très proche du style de Adacia. Non, sinon c'est du Adacia que je sors.
L'idée, c'est justement de pouvoir défendre aussi des projets. Tu sais, moi, j'aime beaucoup de choses. Et justement, il y a des morceaux que j'adore jouer. Ça pourrait pas être moi, mais je les aime et j'aurais envie. Si j'avais déjà mon label avant et qu'on me l'avait envoyé, j'aurais aimé le défendre, le morceau. Donc là, par exemple, le morceau de Valéron, j'adore ce morceau. Mais c'est pas dû à Dacia. Quel est ton conseil pour des jeunes DJ producteurs qui sont en train de commencer à découvrir? Pas dormir. Ne pas dormir. Parce que ça demande des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Vraiment. Pas dormir et surtout ne jamais lâcher l'affaire. Moi je te dis, hein, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais de la musique et ça marche depuis 2-3 ans. Et encore, je suis pas là où j'aimerais encore. Mais ça a pris des années. Ne serait-ce que pour me trouver, pour comprendre vraiment où j'ai envie d'aller et créer mon univers. En fait, il n'y a personne mieux que toi qui sait ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire que tu peux écouter les conseils des gens, il y a des gens qui vont dire non mais moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça. Mais à la fin, écoute-toi. Tu as joué une fois ou plusieurs. Combien de fois tu as joué en Tunisie? À Tunis, c'est ma 4e. C'est ta 4e fois en Tunisie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du public tunisien, de la scène tunisienne? Je suis fan. J'adore. Vraiment. J'adore parce que j'ai toujours un super accueil ici. En Tunisie? Ouais. J'ai toujours un super accueil en Tunisie. J'ai joué qu'à Tunis pour l'instant. J'ai pas fait les autres villes de Tunisie. Donc je peux pas parler du reste, mais à Tunis, j'ai toujours un accueil de folie. Et le public, comment il interagit avec? En fait, tu sais, ce que j'aime à Tunis, de mes 3 scènes avant, mes 3 shows d'avant, c'est que tu peux prendre des risques. C'est des gens, tu sens que c'est des gens qui ont une culture musicale et tu sens que c'est un public qui aime la musique. Tu vois? Donc en fait, c'est pour ça que j'adore venir jouer ici. Parce qu'en fait, je peux vraiment être fidèle à ce que j'ai envie de proposer. Je suis pas obligée de faire des compromis. Okay. Merci à Dacia pour ce moment de partage. Merci de m'avoir invité. Vous retrouvez cet épisode sur Mira Radio chez Afterline. Merci à Dacia. Avec plaisir. Ciao.